Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La rentrée scolaire 2020-2021 est effective depuis ce lundi matin. Écoliers et élèves ont repris le chemin des classes. C'est au collège d'enseignement général de Vacon, dans la commune d'Akro-Misrété, que le ministre de l'enseignement secondaire a lancé l'année scolaire 2020-2021. Un peu comme les salles de classe, les cantines scolaires ont aussi ouvert ce lundi. Le représentant du programme alimentaire mondial a visité 3 écoles du département de l'Atlantique. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la rage qui fait des milliers de victimes chaque année à travers le monde. C'est une maladie grave qui se transmet de l'animal à l'homme. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h. Le chef de l'État a accordé une interview au magazine Jeune Afrique ce week-end. Nous décrypterons dans ce 20h cette actualité avec James William Bagidi, chef desk politique de la rédaction du journal télévisé qui est déjà sur ce plateau. Bonsoir James. Bonsoir Ariane, bonsoir à tous. Mais en attendant, on parle de la rentrée scolaire qui est effective. C'est au collège d'enseignement général de Vacon, dans la commune d'Akro-Misrété, que le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a lancé la rentrée scolaire 2020-2021. Il a à l'occasion adressé des mots d'encouragement aux usagers de l'école. Firmin Bassao, compte rendu. Instant empreint de solennité au CEG Vacon dans la commune d'Akro-Misrété en ce premier jour de la rentrée. Le collège abrite le lancement officiel de la rentrée scolaire 2020-2021 avec la présence effective du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Un mérite pour le CEG Vacon qui a occupé une place de choix à l'examen du BEPC 2020. Je suis un élève particulier du CEG de Vacon pour effectuer la rentrée scolaire 2020-2021. Je suis simplement venu vous dire que je vous souhaite une bonne rentrée et que cette année scolaire soit non seulement pour les uns et pour les autres, mais également pour toute la nation béninoise, une année apaisée, une année qui puisse apporter beaucoup de confort intellectuel, d'agréables souvenirs scolaires et aussi de bons résultats aux examens de fin d'année. Un signal fort non seulement pour les apprenants, mais aussi pour les enseignants. Nos élèves qui iront au BPC, nos élèves qui iront au bac, nous puissions trouver le maximum d'admis et que parmi eux, le premier au BPC, le premier au bac, au moins les 2 premiers là, sortent du CEG de Vacon pour nous honorer. Pour qu'il en soit ainsi, nous-mêmes, parents d'élèves, nous devons jouer notre partition. Nous devons encadrer les enfants à la maison. Après l'école, nous devons les éduquer, les surveiller. Pourquoi pas, lorsque nous aurons les moyens, de prendre un répétiteur dans les matières principales pour renforcer leurs capacités avant le déroulement des examens de fin d'année. Afin de se rassurer du bon déroulement des cours en ce premier jour, et du respect des gestes barrières, le ministre Maogno Kapo a poursuivi son périple au CG1 d'Akro-Misrété et dans d'autres collèges de l'Ouémé.
À Cotonou, les cours ont aussi repris ce lundi. Une équipe de la rédaction a fait le tour de quelques écoles. Ce matin, voici le constat de Lena Ekagbazawe de Miché Elegbe. De nouveau, l'école béninoise s'éveille. Ici, au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou, aux premières heures de cette rentrée scolaire, les enseignants sont au rendez-vous et les apprenants effectivement en situation de classe. Toute la semaine dernière, nous avions eu les pré-rentrées par promotion. Donc chaque apprenante connaît déjà sa classe et a reçu son emploi du temps. Elles sont installées dans les classes, les professeurs aussi. Depuis 7 heures, les cours ont démarré dans certaines classes. Les classes font quoi à 7 heures? Juste en face du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres, nous sommes ici au CEG Bégamé. Dans la cour, ça grouille de monde. La rentrée, elle est effective. Elle est effective. Ce que vous voyez là, c'est les derniers. Ils n'ont pas l'habitude de s'inscrire à la pré-rentrée. Mais depuis la pré-rentrée, même une semaine avant, nous, on était déjà en train de recevoir des gens. On vient ici, c'est 10 personnes qui se présentent. Ils n'ont pas encore cette culture. Et c'est aujourd'hui qu'ils veulent inscrire leurs enfants. Sinon, les emplois sont prêts. Les professeurs qui ont cours, ils devaient être en classe. Les anciens élèves, ils doivent être en classe. Bon, ça là, ce que vous voyez, c'est les nouveaux. À l'école primaire publique Siké Nord, c'est le préfet intérimaire du littoral et une forte délégation de la municipalité de Cotonou qui viennent constater l'effectivité de la reprise des classes. La rentrée a été effective, nous l'avons constaté. Nous avons participé au cérémonial de montée des couleurs nationales avec les enfants. Nous avons vu des enfants pleins de vigueur qui sont heureux d'avoir repris le chemin des écoles et qui sont prêts à travailler. Nous avons vu des enseignants motivés, même s'il reste encore des choses à faire. Il y a encore quelques réglages à faire. Nous avons constaté qu'avec vigueur, ils ont commencé l'école, ils ont une certaine vivacité. Nous allons leur souhaiter santé et beaucoup de courage, succès. Et quant aux parents d'élèves, ce n'est pas facile de conduire, de surveiller l'élève pendant 9 bons mois. On va leur souhaiter beaucoup de santé, beaucoup de succès aussi, pour qu'ils aient les moyens pour affronter les difficultés de l'année. Cette rentrée s'effectue en pleine pandémie de coronavirus. Dans toutes les écoles sillonnées, les dispositifs de lave-mains sont disponibles et le cache-nez arboré. Les autorités administratives veillent au respect des gestes barrières et au bon déroulement des activités pédagogiques pour une année scolaire réussie. Je vous l'annonçais dans les titres. Le représentant du programme alimentaire mondial était ce lundi dans quelques écoles du département de l'Atlantique. Il est allé s'enquérir de l'effectivité des cantines scolaires dans 3 écoles de ce département. Le point avec Rachidat Biomama et Jean Nombima. L'une ne va pas sans l'autre. Depuis quelques années déjà, le premier jour des classes rime avec le démarrage des cantines scolaires. Guy Mesme Adoua, représentant résident du programme alimentaire mondial, l'a checké en sillonnant quelques écoles du département de l'Atlantique. Première escale, l'école d'Odiro dans l'arrondissement de Sékou. Visite des lieux, échange avec les responsables et parents d'élèves. Ici, les cuisines ont rouvert et les repas scolaires au rendez-vous dans le respect des gestes barrières. Quelles sont leurs impressions? Même constat à l'école primaire Goulo-Sodi dans la commune de Zé. L'approvisionnement en vivres est fait. 1,8 tonnes de produits alimentaires emmagasinés dans cette école qui fait partie des 30 retenues pour tester le modèle de cantine scolaire au Bénin. L'engagement de la communauté ici est palpable. Tout ce qui est consommé est produit dans ces jardins, bien entretenus par la communauté. Un bel exemple de réussite de cantine scolaire salué par tous. Au niveau de la commune de Zé, la communauté à la base a compris l'enjeu. Et c'est pour ça que cette communauté a pris l'initiative d'implanter déjà un jardin pour assurer le fonctionnement permanent des cantines scolaires. Mes chères mamans, je voudrais, au nom du préfet du département de l'Atlantique, vous remercier pour votre esprit de citoyenneté. À Glofanto, dans la commune d'Abomey-Calavi, les efforts des communautés sont également appréciés.
Les repas scolaires en ce premier jour d'école sont au rendez-vous. Toutes les écoles que nous avons visitées ce matin, les enfants ont mangé à temps, la cuisine a fonctionné très bien, les vivres ont été livrés à temps et je pense que c'est une satisfaction parce que ce n'est pas évident procéder d'abord à l'achat des vivres, au transport primaire, transport secondaire, s'assurer que les vivres sont dans les écoles et que les communautés sont mobilisées et que la cantine fonctionne, c'est beaucoup de choses. Mais constater que finalement toutes ces choses ont été réalisées et que les enfants sont en train de manger, je suis très satisfait, je pense que c'est un très bon résultat. Créé en 2017, le programme de cantine scolaire court déjà à sa fin. Il est à souhaiter une plus grande implication des communautés. C'est déjà un gros résultat. Maintenant, il faut travailler pour que le programme soit durable, qu'il ne soit pas seulement pour servir pendant un moment, mais qu'il serve pendant longtemps. Et cela nécessite une forte implication des communautés. C'est à la communauté de s'approprier de tout ce qui a été fait. Parce que si on le laisse faire par d'autres personnes, quand ces gens vont se retirer, le projet s'éteint. L'année scolaire 2020-2021 enregistrera encore des repas chauds pour chaque enfant du Bénin. Telle est la vision du gouvernement mise en œuvre par le Programme alimentaire mondial. Rentrée des classes exceptionnelle pour cause de pandémie chez les plus petits de la maternelle. Les mesures barrières ne sont pas appliquées, mais les règles d'hygiène sont suivies à la lettre. Les enseignants sont aux petits soins. Koudous Abdoulaye et Louis Koudogba ont fait le constat dans une école à Fidrosset à Cotonou. Apparente sérénité affichée par cette responsable d'établissement scolaire. Sa préoccupation en ce premier jour de classe. Satisfaire les exigences de ses plus petits. L'hygiène figure en bonne place. Parmi ces dispositions, pour moi, c'est un point d'honneur, l'hygiène, parce que nous travaillons avec des enfants en très bas âge et il importe qu'ils soient dans un cadre très assaini, dans un cadre très propre. D'ailleurs, vous pouvez le constater, ici nous sommes dans la cuisine et je suis là en train de faire le tour pour voir si tout a été très bien apprêté. Les parents y attachent du prix. Le cadre qui est propre, les enseignants, les maîtresses, ils s'occupent bien des enfants, les mangent, elles les donnent les manger, ils sont bien propres. Préoccupation légitime, estime le médecin. Au-delà de l'hygiène, l'établissement devra également assurer les soins primaires à l'enfant. Nous avons ici notre boîte à pharmacie pour parer au tout premier soin quand un enfant a un petit bobo. Disposer aussi d'une boîte à pharmacie dans les écoles pour les premiers soins, ne serait-ce que peut-être du paracétamol pour baisser la fièvre et le nécessaire pour en fait faire les premiers soins en cas de blessure, c'est-à-dire les antiseptiques. Et après, ils peuvent orienter les enfants vers les centres de santé pour la prise en charge. Mais en plus de ces garanties de l'école, il y a des soins préventifs qui ne doivent pas échapper aux parents. Dès que vous avez votre enfant à la maison qui doit manger et il ne se lave pas les mains avant de manger rapidement, vous devez lui apprendre à laver les mains. S'il va dans les toilettes, au retour des toilettes, il faut lui apprendre à se laver les mains. Dès qu'il y a une fièvre, par exemple, à la maison, la maman doit disposer peut-être des petits comprimés de paracétamol pour pouvoir baisser la fièvre, le temps de renvoyer l'enfant dans un centre de santé pour une prise en charge. Surtout qu'on est en temps du paludisme. Il faut aussi, et c'est très important, que les enfants dorment sous moustiquaire pour une prévention contre le paludisme. Le rendement de l'élève dépend également de sa santé. Une bonne hygiène et un bon suivi sanitaire peuvent aider l'enfant à réussir à l'école. Dans le rang des plus grands, par contre, le respect des mesures barrières est une exigence. Ossénia Déléqué et Evariste Zomanou ont visité quelques établissements ce matin. Voici leur constat. La rentrée scolaire 2020-2021 est effective ici dans la commune d'Abomey-Calavi. Écoliers, élèves et enseignants, de leur entrée dans l'établissement, couvrent leur nez avec le masque et se lavent les mains. Une rentrée spéciale qui est placée sous le signe de la prévention et des mesures barrières contre le Covid-19. Déjà, nous avons commencé l'inscription précoce. On a commencé l'inscription depuis le mois d'août pour éviter qu'il y ait
beaucoup d'attroupements aujourd'hui. Et déjà, nous avons déjà installé les dispositifs de lavage des mains. Et nous avons aussi prévu des masques pour tous les élèves du complexe. Oui, on a quelques dispositifs de lavage de mains que nous avons disposés à l'entrée de l'établissement et devant la salle des profs. Je crois que d'ici peu, nous allons commander en plus pour mettre aussi devant certaines classes aussi. Et par rapport au port de masque, les anciens, même ce matin, on a rappelé aux apprenants qu'ils doivent porter le masque, ceux qui n'avaient pas porté. Quelques établissements visités ce matin ont également sacrifié à la tradition dans le respect strict des mesures barrières. Même dans certains coins reculés de la cité dortoir, les points de lavage des mains ont été multipliés et strictement imposés aux apprenants. Oui, nous avons les dispositifs de lavage des mains et puis nous lavons les mains. Nous avons aussi nos masques qui sont obligatoires pour nous. Nous sommes lavés les mains et quand nous sommes rentrés dans l'école, nous avions nos masques. L'école nous a aussi fourni d'autres masques. Avant de rentrer dans l'école, on s'est lavé les mains. Puis on respecte les gestes barrières. Nous avons installé des lave-mains que vous voyez. Et il y en a d'autres encore derrière le bâtiment pour laver les mains après les besoins des enfants. Et comme vous le voyez également dans les classes, les distanciations d'un mètre là sont respectées. Également, on évite les encombrements. Comme vous avez vu au secrétariat, par exemple, le nombre que vous avez vu là-bas, il y a d'autres nombres dans le hall qui attendent. On a vraiment des raisons à respecter les mesures barrières parce que la santé n'a pas de prix. Ils ont les masques, nous avons installé aussi les dispositifs de lavage de mains. On a au moins 3 dispositifs de lavage des mains, donc les mesures barrières sont respectées. Cette rentrée scolaire qui intervient dans une période exceptionnelle liée à la pandémie du coronavirus a démarré sous le respect des conseils des autorités sanitaires. Je vous l'annonçais en début de journal, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a accordé une interview à nos confrères du magazine Jeune Afrique. Ce week-end, des questions de divers ordres ont été abordées. La télévision nationale revient sur cette entrevue au fin de la décrypter. Avec vous, James William Bagedi, chef desk politique de la rédaction du journal télévisé. Bonsoir James. Bonsoir à vous, à nouveau, bonsoir à tous. Patrice Talon brise un silence qu'il observe depuis quelques mois, excepté son message de la veille du 1er août dernier. Le timing de cette sortie médiatique peut-il être interprété de manière particulière selon vous? À mon sens, non. Il n'y a pas de timing à interpréter en particulier. Ce n'est pas le président Patrice Talon, à ma connaissance, qui a demandé à s'exprimer dans la presse. C'est un organe de presse étranger qui est venu vers lui. Certes, il aurait pu ne pas accorder l'interview, mais le fait d'avoir choisi d'accorder cette interview, le moment particulier n'a pas forcément une grande importance. Il n'en demeure pas moins que quand on y voit de près, on est à un peu plus de 6 mois de la prochaine présidentielle et il y a déjà eu beaucoup d'appels à la candidature du président Patrice Talon. Et quand il s'exprime dans les journaux, on pouvait s'attendre à ce qu'un coin de voile soit levé sur la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il sera candidat ou non? Et c'est d'ailleurs si cette réponse avait pu être donnée au cours de cette interview que le timing aurait eu une grande importance. Mais puisque cette réponse n'a pas été clairement donnée, le timing, à mon sens, n'était pas aussi important que cela. On aura rarement ces dernières années vu le chef de l'État aborder autant de sujets au cours d'un seul entretien. À votre avis, pourquoi autant de sujets et quels étaient, de votre point de vue, les sujets les plus importants? Déjà, autant de sujets, vous l'avez dit, le chef d'État, il a parlé de l'approche béninoise de la gestion de la pandémie de Covid-19. Il a dit comment le Bénin a décidé, pourquoi le Bénin a décidé de ne pas confiner. Il a dit pourquoi le Bénin a décidé de renoncer pour sa part à l'aide internationale et notamment au moratoire sur la dette des États. Il a abordé la question de la démocratie sous plusieurs angles, les performances économiques du Bénin qu'il parvient à enregistrer,
rencontrés. Il a fait une analyse froide des risques d'impopularité qu'il assume parfaitement. L'épouvantail criette que beaucoup présentent comme étant l'instrument juridique ou judiciaire de répression de l'opposition. Il en a parlé avec toute liberté avec les journalistes de Jeune Afrique. La sécurité transfrontalière, vous vous souvenez, il y a eu attentat proche, en tout cas, de la Pandjari, du parc national de Pandjari, la fermeture des frontières avec le Nigeria, la résilience que le Bénin connaît face à cette fermeture des frontières dont il regrette toujours la survenue. Le président l'a abordé. Des questions internationales également ont été abordées, mais le plus important, sans doute aux yeux de ceux qui ont voulu lire cette interview, c'est sans doute la question de la présidentielle de 2021, les questions politiques plus globalement. Et de ce point de vue-là, le chef d'État n'a pas dérogé aux questions qui ont été posées. Il a répondu autant que faire se peut aux questions qui lui ont été posées sur le plan politique, notamment la prochaine présidentielle, celle de 2021. Et justement, sur le plan politique, beaucoup de gens cherchent à savoir si, entre les lignes, on peut découvrir les intentions du président Patrice Talon à propos de la présidentielle de 2021. Qu'avez-vous retenu? Alors, quand le chef de l'État s'exprime, les journalistes de Jeune Afrique ont été très incisifs là-dessus. Ils lui ont demandé s'il sera candidat pour la prochaine présidentielle. Le président de la République leur a répondu qu'il a pris sa décision, mais par respect pour le peuple béninois, que c'est au peuple béninois qu'il doit d'abord cette réponse. Maintenant, quand vous lisez entre les lignes certaines réponses qui ont été données, il semblerait bien que le chef de l'État, sa décision qui a été prise, soit qu'il ira... Il y a certaines réponses qui vous donnent l'impression qu'il sera candidat à la prochaine élection. Par exemple, quand il dit qu'il en a pour encore quelques mois ou peut-être quelques années, ou quand il laisse entendre qu'il pourrait ne pas y aller, et quand il évoque des candidats sans se mettre dans la peau de candidat. Donc, il est resté un peu dans le flou et je crois que le jeu est très bien joué en la matière. Patrice Talon n'a pas voulu, dans cette interview, laisser entrevoir de façon très claire ses intentions, mais pour ceux qui sont les plus, je dirais, les plus attentifs, il y a des chances que la candidature soit déjà décidée de la part du président Patrice Talon. Et pour finir, très rapidement, que faut-il retenir des propos du chef de l'État au sujet de l'ouverture du scrutin? Alors, l'ouverture du scrutin, celle de 2021, certes, on a beaucoup parlé de parrainage et des risques que cela engendre pour l'opposition qui pourrait ne pas avoir de candidat, mais le président Patrice Talon, semble-t-il, dans cette interview, donne totalement quitus aux acteurs politiques et aux élus, les députés et les maires pour décider de qui ils vont soutenir sans suivre un mot d'ordre quelconque de leur parti politique. Certes, les partis auront forcément des choix, mais avec 16 personnes, avec 16 élus, les partis auront déjà la possibilité de présenter leurs candidats. Donc, il y a encore beaucoup d'élus dans ces partis-là qui auront la liberté de choisir. Le président Patrice Talon annonce que la compétition sera ouverte et que tout candidat qui souhaiterait aller à cette élection peut aller négocier. Mais il dit aussi une chose, c'est qu'il n'est pas dans son intention de revenir sur les réformes, notamment l'instauration de cette loi sur le parrainage. C'est dans la Constitution, c'est dans le Code électoral. Il n'est plus dans ses intentions de revenir là-dessus. Ce sont des réformes qui, à la longue, montreront, selon le chef d'État, leur efficacité, leur pertinence. Et donc, ce n'est pas la peine, quelques mois après leur instauration, de les supprimer. Merci James William Gbagidi d'avoir été l'invité de ce 20h. Ce journal se poursuit. Le Bénin tient son hôpital de référence qui sera bientôt construit. Les travaux de construction ont été lancés ce lundi en présence des ministres de la Santé et du cadre de vie et du développement durable. Les précisions de Marcela Rossi. Derrière ce coup de pioche, 3 ans de travaux pour offrir aux Béninois et aux populations de la sous-région des soins de santé les plus recherchés. L'hôpital de standing international, centre hospitalier et universitaire de référence, un des projets phares du gouvernement. 116 milliards de francs CFA sont destinés à la construction de ce plateau technique de pointe. L'établissement, de type moderne, sera doté de 6 grandes unités d'hospitalisation et beaucoup d'autres unités pour des services chirurgicaux, médicaux bien réussis. Nous avons le pôle urgence et réanimation qui permet de distinguer des spécialités d'unités d'hospitalisation de courte durée, d'urgence et de réanimation médico-chirurgicale
le pôle cardio et métabolisme qui regroupe la cardiologie conventionnelle, la cardiologie interventionnelle, et les unités de soins intensifs en cardiologie et l'endocrinologie métabolisme, le pôle oncologie qui permet de dispenser des soins d'oncologie médicale, de soins palliatifs, mais également de chirurgie gynécologique et oncologique de pointe. Le pôle digestif médico-chirurgical qui permet d'offrir des soins d'hépato-gastro-entérologie et de chirurgie hépato-biliaire et digestif. Le pôle locomoteur et neurochirurgical qui permet d'offrir des soins de traumatologie, d'orthopédie et de neurochirurgie de pointe. Le pôle tête et cou qui permet d'offrir des soins maxillofaciales, d'odontologie, d'otorhinolaryngologie et également d'ophtalmologie. Le pôle cardiovasculaire et thoracique qui permet d'offrir des soins de chirurgie thoracique et de chirurgie vasculaire. Le pôle qui permet d'offrir des soins d'imagerie médicale, de radiothérapie et de médecine nucléaire, ainsi que les pôles qui englobent l'endoscopie, la stérilisation, la pharmacie, ainsi que le système d'appui pour donner du diagnostic avant de passer aux interventions. C'est vous dire que grâce à ce programme alléchant, des soins de pointe seront désormais offerts au bout de ces 3 années de travaux aux populations béninoises, réduisant de fait l'inéquité qui existait pour l'accès aux soins. Les évacuations sanitaires sont alors sur le point d'être conjuguées au passé et avec ses offres de services de haute qualité, le Bénin est en train de devenir une référence dans la sous-région. Ne puis-je point résister plus longtemps à la tentation de me faire porte-parole autoproclamé, non seulement des populations du département de l'Atlantique, mais encore de l'ensemble du pays, pour exprimer notre profonde gratitude à l'équipe gouvernementale en général et à tout particulièrement à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, qui n'a de cesse de nous faire vivre depuis quelque temps maintenant, par leur concrétisation sans faille, nombre de nos rêves les plus beaux aux plus inespérés. Il va donc sans dire qu'il incombe d'ores et déjà à chacun de nous de jouer pleinement la partition qui lui revient dans ce cadre, afin que les travaux en temps opportun connaissent le réaboutissement escompté. Rendez-vous dans 3 ans pour vivre la métamorphose de cette terre battue en une infrastructure de rêve. Mais à quoi va concrètement ressembler cet hôpital et quelles sont les caractéristiques de ce qui est annoncé pour être l'un des plus grands hôpitaux d'Afrique de l'Ouest? Herman Rodrigue à Mécan. Un imposant chef-d'œuvre architectural bientôt sorti de terre, 15 hectares à valoriser pour un plateau technique de haut niveau qui répond aux aspirations du présent et du futur. 516 lits y seront installés pour accueillir les patients. L'idée est de pouvoir prendre en charge toutes sortes de pathologies. Cardiologie interventionnelle, gastro-entérologie, chirurgie cardiovasculaire thoracique, ophtalmologie et ORL, chirurgie viscérale, chirurgie traumatologique. Tous ces services bientôt rendus sur place avec la construction de ce haut lieu de santé. Mieux, il sera mis en place un service de médecine nucléaire et radiothérapie pour la prise en charge des patients atteints du cancer. Par ailleurs, l'opérationnalisation de la réforme au niveau du service funéraire est prise en compte dans ce méga projet. Tous les services mortuaires seront possibles dans cet hôpital. Environ 400 places y sont destinées. Ce centre de santé va également offrir des formations aux praticiens de la santé d'ici et d'ailleurs. Le gouvernement veut à terme réduire à 0 les évacuations sanitaires. D'abstrait, le projet sera concret dans 3 ans, 36 mois au bout desquels le Bénin va détenir l'un des plus grands, sinon le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Ce 28 septembre, c'est la journée mondiale contre la rage. C'est une maladie grave qui se transmet de l'animal à l'homme. Pourtant, de nombreuses personnes l'ignorent. Cette année, l'accent est mis sur la vaccination des chiens. Axel Dancy, Jean Nambima.
Impossible pour cette mère de contenir ses émotions. Mordu par un chien enragé, son garçon, 19 mois, a succombé sous les yeux horrifiés de cette maman impuissante. Franck l'époux et Joël sont inconsolables. Un drame vécu en banlieue parisienne. Il me regardait, il voulait parler, mais il ne pouvait pas. Une histoire comme il en survient hélas partout au monde, comme au Bénin où plusieurs personnes en meurent. Plus de 95% des cas humains de rage sont dus aux morsures de chiens. Il est extrêmement important de noter que cette maladie continue de faire des victimes au Bénin. Plus de 2/3 des pays du monde sont affectés par la rage et des milliers de personnes continuent d'en mourir chaque année. Quelle que soit sa race, le chien peut traîner dans sa bave de redoutables bactéries mortelles. Le chien reste le principal réservoir de la rage et les données épidémiologiques de la rage canine au Bénin indiquent qu'en moyenne, 200 cas de chiens mordeurs suspects de rage sont enregistrés par an. Lundi 28 septembre, journée mondiale de lutte contre la rage, rappelle un fléau sanitaire côtoyé mais souvent négligé. Le thème retenu pour cette 14e journée est « Finissons-en avec la rage, collaborons et vaccinons ». La prise en compte du lien entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale est le défi que nous devons relever selon l'approche Une seule santé pour l'atteinte de l'objectif 0 cas de rage en 2030. Fidèle ami de l'homme, il peut se révéler aussi bien doux que dangereux, y compris pour son maître, par une banale morsure. Point n'est encore besoin de rappeler, comme cela a déjà été dit, que la rage est une maladie qui conduit quasi inéluctablement au décès lorsqu'elle survient chez l'homme. La rage est une zoonose mortelle, transmise d'un animal infecté par le virus de la rage à l'homme. La blessure d'un homme mordu par un chien a beau avoir un insignifiant impact physique, il faut la prendre au sérieux. L'enregistrement d'un cas de rage chez l'être humain est une situation suffisamment grave qui doit retenir l'attention de nous tous, agents de santé humaine, animale et environnementale, car il est un aveu d'échec de toute la chaîne de prévention de cette maladie. Il me plaît de profiter de cette tribune pour inviter toute la population, où qu'elle se trouve, à signaler tout cas d'exposition au risque rabique aux vétérinaires, aux agents de santé les plus proches, aux autorités locales, afin de bénéficier de la prise en charge la mieux adaptée. Je voudrais par la même occasion lancer un appel vibrant aux acteurs de la surveillance intégrée de la maladie et de la riposte pour une vigilance de tous les instants afin de répondre efficacement à tout. En laisse ou en liberté, pour éviter les morsures et les pertes en vies humaines, certains optent pour le dressage de leurs chiens. Mais au-delà de ces exercices un peu surréalistes, histoire de rappeler qui commande, la solution la plus sûre, c'est de vacciner les chiens. Toujours par rapport à la journée mondiale contre la rage, vous suivrez à partir de 21h l'émission En finir avec la rage, animée par William Tchouki. L'actualité hors de nos frontières nous amène ce soir en République démocratique du Congo où d'ex-chefs de guerre sont envoyés par les autorités de Kinshasa pour restaurer la paix dans la province de l'Ituri. Au Mali, la CEDEAO maintient les sanctions après l'investiture du président de transition, Robert Copin-Idor. En République démocratique du Congo, depuis fin 2017, la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays, est le théâtre de violences communautaires. Pour restaurer la paix, d'ex-chefs de guerre envoyés par les autorités de Kinshasa tentent d'aider à désarmer les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo. Une secte politico-militaire Landu, accusée par les Nations Unies du massacre, principalement des EMA, la communauté rivale.
À Bamako, au Mali, la CEDEAO maintient les sanctions après l'investiture du président de transition. Les sanctions seront levées lorsqu'un Premier ministre sera nommé, dit un communiqué lu devant la presse par le président de la Commission de la Communauté des États ouest-africains, Jean-Claude Cassibrou. À Bruxelles, en Belgique, le traité du Brexit, conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, prendra pleinement effet le 1er janvier 2021. Comme le prévoit son texte, déclare le vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion avec le ministre d'État britannique Michel Gove. Ce ne sera jamais l'Union européenne qui provoquera la fin des négociations sur le futur partenariat entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ajoute-t-il. Legal remedies to address the violation of the legal obligations. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.